Lorsqu'Azucena Caamagno repense à cette journée sombre, celle où la vie qu'elle avait construite pendant plus de 30 ans avec Florent Pagny a brutalement changé de trajectoire, elle décrit un silence. Un silence lourd, étouffant, presque irréel. Comme si le monde avait cessé de tourner durant une fraction de seconde. Les images demeurent nettes, ancrées dans sa mémoire. Le cabinet médical, la lumière blanche trop vive, l'odeur aseptisée des couloirs, et enfin, le regard grave du médecin avant même qu'il ne prononce le moindre mot. Elle savait. Une femme ressent ces choses avant qu'on ne les lui confirme. Mais elle n'était pas prête pour ce qui allait suivre. Personne ne peut l'être. Florent Pagny, l'homme qu'elle avait accompagné dans les triomphes artistiques, les tournées à guichets fermés, les éclats de rire familiaux en Patagonie, se tenait assis à côté d'elle, immobile. Il avait cette manière d'affronter la réalité tête haute, même lorsque le destin semblait vouloir le mettre à genoux. Ce jour-là pourtant, même lui fut secoué. Le diagnostic est tombé comme un coup perret. Un cancer agressif détecté tardivement avec un traitement incertain, long, intrusif, ponctué d'espoirs fragiles et de peurs tenaces. Une atmosphère suspendue, avant et après. L'avant était simple, lumineux, presque paisible. Le couple vivait entre la France et leur refuge en Patagonie, une terre sauvage qu'ils avaient façonnée en royaume intime, sanctuaire, éloigné des projecteurs. Azucena, avec ses racines argentines, avait toujours su ramener Florent vers l'essentiel. La terre, la nature, l'art, la famille. Ils se voyaient vieillir ensemble, entourés de leurs enfants, de paysages immenses et de souvenirs encore à construire. L'après, en revanche, appartient au chaos. Chaque phrase du médecin semblait détruire une brique de la forteresse qu'ils avaient élevée autour d'eux. Les mots se succédaient. Tumeur, agressif, protocole lourd, incertitude. Et Florent, toujours combatif, posait des questions techniques, tandis qu'Azucena essayait surtout de ne pas s'effondrer. Elle, l'artiste, la femme forte, la mère de famille, ne voulait pas montrer sa peur, mais son cœur venait de se fissurer. Le choc émotionnel d'Azucena, aimer quelqu'un face à l'inévitable. Quand on aime une personne profondément, on développe une forme de clairvoyance unique. Azucena connaissait Florent comme personne. Elle comprenait ses forces, ses vulnérabilités, ses mécanismes de défense. Et elle savait trop bien ce que l'annonce d'une maladie grave signifierait pour lui. La perte temporaire de sa voix, sa liberté physique diminuée, la remise en question de cette vie intense qu'il menait depuis des décennies. Elle l'avait vu conquérir les scènes, se réinventer, défier les attentes. Mais cette fois, l'adversaire était d'un autre ordre. Le choc au début fut silencieux. Elle passa des heures, durant les jours qui suivirent, à marcher sans but précis dans leur maison patagonienne, comme si le mouvement pouvait empêcher la douleur de la rattraper. Les montagnes enneigées qu'elle admirait d'habitude lui semblaient soudain hostiles, trop immenses, trop indifférentes. Le vent, autrefois symbole de liberté, lui paraissait glacial, presque accusateur. Elle se reprochait tout, de ne pas avoir remarqué les symptômes plus tôt, de ne pas avoir insisté pour qu'il consulte plus régulièrement, de ne pas pouvoir prendre sa souffrance à sa place. C'est là toute la cruauté des diagnostics tragiques. Ils frappent deux cœurs en même temps, mais un seul peut être traité. Le comportement de Florent, entre déni, courage et lucidité brutale. Florent Pagny, lui, a encaissé le choc comme un boxeur habitué au coup. Il avait ce mélange de fierté et de lucidité qui l'a toujours caractérisé. Sur le moment, il est resté droit, ne laissant filtrer aucune émotion. Un réflexe, un mécanisme de survie. Mais Azucena a vu le tremblement, cette fraction de seconde où son regard s'est perdu dans le vide. C'était subtil mais suffisant pour qu'elle comprenne que lui aussi venait de comprendre la gravité de la situation. Les jours suivants, Florent s'est plongé dans les détails médicaux. Il lisait, se renseignait, parlait aux spécialistes comme s'il voulait se convaincre qu'il pouvait encore tout contrôler. Mais le soir, quand la maison s'assombrissait et que les enfants dormaient, la façade tombait. Les conversations étaient rares, les silences lourds, la peur présente mais jamais exprimée. Azucena savait que Florent refusait de dire certains mots pour ne pas lui faire de mal. Et elle, de son côté, feignait une force qu'elle ne possédait plus. L'effritement d'un couple face au mal invisible. C'est dans ces moments que beaucoup imaginent que la maladie rapproche. Parfois c'est vrai, mais souvent, elle divise, non pas par désamour, mais par excès d'amour. On veut protéger l'autre, on se tait, on se renferme, on ment même un peu pour éviter de l'alarmer. Et c'est précisément ce qui commença à séparer Florent et Azucena, doucement, presque imperceptiblement. Florent ne voulait pas être un fardeau. Azucena refusait de lui montrer sa panique. Alors les deux se mirent à jouer des rôles. Lui, celui du combattant stoïque. Elle, celui de la compagne inébranlable. Mais la maladie déteste les masques. Elle creuse, s'insinue, détruit les illusions. Au fil des semaines, Azucena sentit une distance nouvelle s'installer. Florent passait plus de temps seul, évitait certains sujets, refusait qu'elle l'accompagne à certains rendez-vous médicaux. Non pas pour la repousser, mais pour préserver son image d'homme solide. Il ne voulait pas qu'elle le voie affaibli.
Et elle, par amour, acceptait, jusqu'à ce qu'elle réalise que ce silence les déchirait. Le poids de la notoriété, vivre la maladie sous les projecteurs. L'autre grand combat qu'Azucena dut mener fut celui de la médiatisation. Dès que la nouvelle du cancer de Florent fut rendue publique, le couple se retrouva submergé par un torrent d'articles, de messages, de spéculations. Certains bienveillants, d'autres intrusifs, parfois même cruels. La célébrité qui leur avait apporté tant de bonheur et de reconnaissance devenait soudain un piège. Comment protéger un homme malade lorsque chaque détail de sa vie intéressait les médias? Azucena ne dormait plus. Elle surveillait les réseaux sociaux, les communiqués, les articles de presse. Elle craignait que Florent lise quelque chose qui le blesserait. Elle craignait aussi que leurs enfants, adultes mais sensibles, soient exposés au sensationnalisme. Mais elle ne pouvait pas tout contrôler. La maladie rend vulnérable. La célébrité transforme cette vulnérabilité en spectacle public. Et pour une femme habituée à vivre dans la discrétion, cette exposition était insupportable. Un amour à l'épreuve, les premières fissures. Le diagnostic tragique ne détruit pas un couple d'un seul coup. Il commence par fissurer des espaces invisibles. Les habitudes, les gestes quotidiens, les regards, les non-dits. Azucena et Florent continuaient à s'aimer, peut-être même davantage qu'avant. Mais ils ne savaient plus comment se le montrer. Un soir, alors qu'elle tentait d'aborder l'avenir, les traitements, les risques, la manière dont ils pouvaient s'organiser, Florent l'a interrompu sèchement. Pas par manque d'amour, mais par peur. Il ne voulait pas parler de ce futur incertain. Il ne voulait pas qu'elle commence à le voir différemment. C'est ce soir-là qu'Azucena a compris que l'homme qu'elle aimait était en train de s'isoler émotionnellement. La décision qui changera tout, partir pour mieux revenir. Les semaines suivantes furent une succession de moments difficiles, entre espoirs fragiles et désillusions. Et c'est dans ce contexte qu'un mot terrible est apparu dans la tête d'Azucena. Adieu. Pas un adieu définitif. Pas un adieu d'amour, mais un adieu à une version de leur vie. Un adieu à l'illusion que tout pouvait continuer comme avant. Elle comprit qu'elle devait laisser Florent affronter certaines étapes seule. Non pas par abandon, mais parce que c'est ce qu'il réclamait silencieusement. Cet adieu, elle ne le dira jamais publiquement. Elle ne le prononcera peut-être même jamais à voix haute, mais il existe dans son cœur comme une cicatrice ouverte. Elle comprit qu'aimer quelqu'un, parfois, c'est le laisser reprendre son souffle seul. Et c'est ainsi que commence leur lente, douloureuse transition vers une nouvelle réalité, celle où l'amour existe encore, mais doit se réinventer. Lorsque les premiers de traitement commencèrent, Azucena Caamaño eut l'impression que le temps se décomposait. Les journées s'étiraient comme des rubans sans fin, ponctués par les rendez-vous médicaux, les bilans sanguins, les effets secondaires imprévisibles. La maladie, avec sa précision clinique, avait désormais pris le contrôle de leur calendrier, de leurs repas, de leurs nuits. Rien ne ressemblait plus à la vie d'avant. Le couple Pani, autrefois symbole de liberté et d'équilibre, vivait désormais au rythme des hôpitaux et de l'espérance mesurée. Le retour en France, un déracinement nécessaire. Ils durent quitter la Patagonie. Ce fut une déchirure pour Azucena. Cette terre, où le vent fou caressait les montagnes et où les chevaux couraient libres, représentait pour elle bien plus qu'un refuge. C'était une extension de son âme. Mais la distance rendait tout suivi médical impossible. Il fallait rentrer, affronter la réalité européenne, les hôpitaux, les journalistes, les rendez-vous quotidiens. Florent, malgré sa fragilité, tenta de minimiser la douleur du départ. « On reviendra », disait-il souvent, d'une voix un peu éteinte. Mais Azucena savait que rien ne serait jamais plus pareil. Leur maison au bout du monde resterait vide, suspendue dans le temps, comme une promesse brisée. Le retour en France eut aussi une conséquence inattendue. Le couple fut ramené malgré lui dans le monde du bruit, des caméras, des visages compatissants, là où la maladie devient un récit public, où chaque geste, chaque silence est interprété. Azucena s'efforça de rester digne, silencieuse, fidèle à son image de femme discrète. Mais en elle, la tempête grondait. Les traitements, une épreuve à deux vitesses. Florent Pagny entra dans une phase de traitement intensif. Les premières séances de chimiothérapie furent terribles. Son corps, jadis fort, façonné par des années de scènes et de voyages, se mit à décliner. La fatigue, la perte de cheveux, les nausées, la voix affaiblie, chaque symptôme semblait lui voler un morceau de lui-même. Et Azucena, impuissante, observait. Elle tenta de s'impliquer, d'apprendre les protocoles, de comprendre les médicaments. Elle voulait être utile, faire partie du combat, mais Florent refusait souvent son aide. « Laisse-moi gérer », répétait-il d'un ton ferme, presque autoritaire. Ce refus, elle l'interprétait comme une barrière, mais c'était aussi paradoxalement une forme d'amour. Il voulait la protéger, préserver son image d'homme solide. Alors elle l'aida autrement, en silence. Elle préparait les repas, accompagnait les enfants, parlait aux médecins. Elle était partout et nulle part à la fois, comme une ombre fidèle. Mais à l'intérieur, elle se consumait. L'épreuve du miroir, la métamorphose de Florent.
Un jour, Florent se regarda longuement dans le miroir après une séance. Le reflet ne lui rendait plus son visage d'artiste, mais celui d'un homme fatigué, amaigri, vulnérable. Azucena le vit reculer, comme frappé par une image étrangère. Ce moment marqua un tournant. Il comprit qu'il n'était plus seulement un malade, mais un autre homme. Pour Azucena, ce fut un déchirement silencieux. Elle aimait cet homme pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il paraissait. Mais elle perçut dans son regard une forme de honte, de refus de se montrer ainsi devant elle. Il évitait les miroirs, évitait parfois même de croiser son regard. Le cancer, se dit-elle, ne détruit pas seulement les cellules. Il érode la confiance, la dignité, la complicité. Elle essaya de lui parler, doucement. « Tu restes toi, Florent, rien n'a changé. » Il répondit simplement. « Tout a changé, Azucena, et tu le sais. » Les enfants, un lien fragile entre deux mondes. Leur fils Nka et leur fille Aël tentèrent de garder un certain équilibre. Ils étaient jeunes adultes, autonomes, mais profondément affectés. Nka restait souvent silencieux, observant son père avec une tendresse inquiète. Aël, plus expressive, exprimait sa colère, contre la maladie, contre l'injustice, contre le silence de ses parents. Azucena, en mère protectrice, tenta de préserver l'unité familiale. Mais elle sentait la fracture grandir, chacun vivait le drame à sa manière. Florent dans la retenue, les enfants dans la peur, elle dans la résistance. Le soir, lorsqu'elle se retrouvait seule dans leur maison française, elle regardait les vieilles photos. Florent sur scène, le sourire éclatant, le regard flamboyant. Elle pleurait doucement, sans bruit, pour ne pas réveiller la maison. La médiatisation de la souffrance, entre compassion et voyeurisme. Lorsque Florent annonça publiquement sa maladie, ce fut un choc pour le public français. Des milliers de messages d'amour affluèrent. Les fans, bouleversés, envoyèrent des lettres, des dessins, des prières. Mais cette vague d'émotions collectives, si belle soit-elle, devint parfois un fardeau pour Azucena. Les journalistes suivaient chaque déplacement, les paparazzis guettaient devant les cliniques. Des photos volées montrèrent Florent affaibli, marchant lentement, soutenu par son fils. Azucena se sentit trahi, violé dans son intimité. Le couple n'était plus seulement un duo d'artistes aimés. Il était devenu un symbole de la fragilité humaine exposée au grand jour. Elle tenta de contacter certains médias, demandant du respect. Mais le monde moderne n'a pas de pudeur. Il dévore les émotions brutes. Et la douleur des autres, surtout celle des célèbres, se vend bien. Les lettres d'Azucena, un exutoire secret. Dans la solitude de certaines nuits, Azucena se remit à écrire. Avant de rencontrer Florent, elle avait été peintre, sculptrice, poétesse. L'art, pour elle, était une façon de traduire l'indicible. Alors, elle reprit son carnet, celui qu'elle avait abandonné depuis des années, et y versa tout, ses peurs, ses regrets, ses souvenirs. « Tu m'as appris à aimer la lumière », écrivait-elle dans une de ses lettres jamais envoyées. « Mais aujourd'hui, cette lumière me brûle. Je voudrais te protéger, te retenir, te ramener à la vie, mais je ne peux qu'attendre et espérer. » Ces lettres, qu'elle cachait soigneusement, devinrent sa forme d'adieu progressif. Un adieu lent, discret, mais lucide. Elle savait que la maladie change tout, le corps, le regard, le lien. Mais elle croyait encore à une chose, l'amour au-delà de la peur. L'espoir fragile, une rémission partielle. Après des mois de traitement, une nouvelle inattendue fit frémir d'espérance. Les médecins parlèrent de rémission partielle. Le mot espoir revint timidement dans leur conversation. Florent, amaigri mais combatif, recommença à chanter un peu. Sa voix, moins puissante mais plus émotive, semblait chargée d'une sagesse nouvelle. Pour Azucena, c'était un moment de grâce. Elle recommença à sourire, à cuisiner ses plats préférés, à parler d'avenir. Ils évoquaient la Patagonie, un retour peut-être pour célébrer la vie. Mais dans son regard persistait une ombre. Elle savait trop bien que la maladie n'était jamais loin, et elle redoutait plus que tout l'illusion du tout va mieux. La rechute, le retour de la peur. Quelques mois plus tard, le ciel s'assombrit à nouveau. Un contrôle de routine révéla une récidive. Les cellules malignes étaient revenues, plus sournoises, plus résistantes. Le médecin parla de nouvelles phases, de traitement expérimental. Azucena, cette fois, sentit le sol se dérober. Elle observa Florent écouter le verdict sans broncher. Il ne bougea pas, ne parla presque pas. Puis, sur le chemin du retour, il lui dit « Je ne veux plus de tout ça, Azucena ». Elle comprit aussitôt qu'il ne parlait pas seulement des traitements. Il parlait de la lutte elle-même. Cette phrase simple mais terrible marqua un point de non-retour. Pour la première fois, Florent semblait prêt à lâcher prise. Et Azucena, qui jusque-là avait tout supporté, les hôpitaux, les angoisses, les pleurs, se sentit déchirée entre deux instincts, le retenir ou le laisser partir. L'adieu silencieux, un choix d'amour. Le soir même, elle resta longtemps à ses côtés, sans parler. Elle regardait son profil, ce visage qu'elle connaissait par cœur, marqué par les rides de la vie et les cicatrices des traitements. Puis elle posa sa main sur la sienne. Il serra faiblement ses doigts. Aucun mot n'était nécessaire. Cet adieu, ils le vécurent sans le dire.
pas un adieu définitif à la vie, mais un adieu à la lutte insensée. Florent voulait la paix. Azucena comprit qu'aimer, parfois, c'est cesser de forcer le destin. Alors, elle l'accompagna dans son choix, sans reproche, sans promesse. Les jours suivants, elle continua de veiller sur lui, de lui parler doucement, de lui sourire même quand ses yeux se remplissaient de larmes. Chaque regard, chaque geste devenait un dernier souvenir. L'héritage intérieur, ce que la douleur enseigne. De cette épreuve naquit chez Azucena une forme de sagesse tragique. Elle comprit que l'amour véritable ne consiste pas à retenir, mais à accompagner. Que la maladie, si cruelle soit-elle, révèle la vérité nue des êtres. Elle découvrit aussi sa propre force, celle d'une femme capable de se tenir debout, même quand le monde s'effondre. Elle continua d'écrire, d'archiver leurs souvenirs, de parler de lui comme d'un soleil qui ne s'éteint jamais. Florent, de son côté, trouva la paix dans la simplicité. La musique, les paysages, la famille. Ils s'étaient dit adieu sans se quitter vraiment, car leur lien ne dépendait plus du corps, mais d'une mémoire partagée. Et dans ce silence qu'ils avaient appris à apprivoiser, Azucena comprit enfin que leur histoire ne s'achevait pas. Elle se transformait. Le temps a passé. Les jours se sont écoulés, parfois lourds, parfois d'une douceur trompeuse, comme si le monde refusait de reconnaître ce qu'Azucena savait déjà. La fin approchait. Florent Pagny n'était plus le chanteur flamboyant que la France idolâtrait. Il était devenu un homme apaisé, presque transparent, un être de lumière épuré. Il ne cherchait plus à combattre, mais à comprendre, à accepter. Azucena, elle, vivait dans une tension permanente entre l'amour et l'acceptation, entre la tendresse et la peur. Elle savait que l'instant du départ viendrait. Mais comment se préparer à perdre la moitié de sa vie, l'âme sœur, le compagnon de tous les silences? Aucun manuel, aucune philosophie, aucune foi n'enseigne cela. Les derniers mois, une paix fragile. Après la rechute, Florent choisit la simplicité. Il refusa certaines interventions, limita les traitements lourds, préférant consacrer le temps qui restait à vivre pleinement, à ressentir, à transmettre. Ils retournèrent dans leur maison en Patagonie. Ce voyage fut à la fois un exil et un retour aux sources. Là-bas, loin du bruit des caméras, Florent retrouva son souffle, sa terre, ses racines. Les paysages immenses, la lumière dorée du soir, les chevaux qui galopaient librement, tout semblait lui dire « Tu peux partir en paix ». Azucena s'occupait de tout, discrètement, avec une douceur infinie. Elle préparait le maté, allumait le feu, lisait à voix basse des passages de leurs livres préférés. Parfois, ils restaient des heures entières sans parler, simplement à regarder l'horizon. Le silence entre eux n'était plus pesant, il était sacré. La voix du souvenir, Florent face à sa musique. Un soir, Florent demanda à écouter ses propres chansons. C'était une demande inattendue. Azucena posa un vieux disque sur le tourne-disque. La voix qui s'éleva dans la pièce semblait venir d'un autre monde, celle d'un homme fort, invincible, vibrant. Florent ferma les yeux. « Tu entends » dit-il doucement. « C'est moi, mais ce n'est plus moi. » Azucena sentit les larmes lui monter aux yeux. Chaque mot de ses chansons sonnait désormais comme un adieu prophétique. Savoir aimer, et un jour, une femme. Ma liberté de penser, ces textes prenaient un sens nouveau, bouleversant. Florent écoutait en silence, puis ajouta « Je n'ai jamais chanté pour être immortel, mais si ma voix peut apaiser quelqu'un, alors j'aurai réussi ma vie. » Ces mots, simples, résonnèrent profondément en elle. Elle comprit qu'il n'avait plus peur. La mort n'était plus une ennemie, mais une compagne invisible qui l'apprenait à accueillir. Les nuits blanches d'Azucena. Azucena, elle, ne dormait plus. Chaque nuit, elle veillait, guettant sa respiration, le moindre geste, la moindre plainte. Elle se levait souvent pour marcher dehors, sous le ciel austral, vaste et indifférent. Elle se sentait minuscule, perdue, et pourtant reliée à quelque chose de plus grand. Elle parlait aux étoiles, à la lune, à la terre, comme pour préparer l'univers à recevoir celui qu'elle aimait. Un soir, elle écrivit ces mots dans son carnet. « Je ne veux pas qu'il meure dans la douleur. Je veux qu'il parte dans la beauté, dans la paix. Si je pouvais lui donner mes années, je le ferais sans hésiter. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Alors je lui donnerai ce que je peux. Ma présence, mon souffle, mon silence. » Cette phrase fut la dernière qu'elle écrivit avant le grand basculement. Le jour du départ. C'était un matin calme. La lumière filtrait doucement à travers les rideaux. Florent dormait encore, paisiblement, un léger sourire aux lèvres. Azucena sentit que le moment était venu, avant même que le médecin ne le confirme. Elle s'assit à ses côtés, prit sa main. Elle ne dit rien. Elle ne pleura pas. Elle se contenta de lui murmurer « Merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour tout ce que tu as été. » Florent entr'ouvrit les yeux. Un dernier regard, plein de tendresse, traversa l'espace entre eux. Puis, d'une voix à peine audible, il répondit « Ne sois pas triste, Azucena. Je reste là, partout. » Ce furent ses derniers mots. Et dans ce silence suspendu, le monde sembla s'arrêter. Le vent se leva doucement, faisant trembler les rideaux comme si la nature elle-même venait saluer un homme qui avait tant chanté la liberté. L'absence, la maison vide et la voix dans le vent. Les jours qui suivirent furent les plus durs de la vie d'Azucena. Tout lui rappelait Florent.
une chemise, une tasse, une chanson. Le silence d'abord fut insupportable. Elle errait dans la maison comme une âme en peine, incapable d'accepter l'évidence. Mais peu à peu, une transformation s'opéra. Elle commença à ressentir sa présence autrement. Un oiseau qui venait se poser chaque matin à la même fenêtre. Une brise tiède qui entrait soudain lorsqu'elle pensait à lui. Un morceau de musique entendu par hasard à la radio. Chaque signe, chaque coïncidence devenait un message. Florent n'était pas parti, il s'était fondu dans la nature, dans le vent, dans la lumière. Il faisait désormais partie de ce qu'ils avaient toujours aimé ensemble, l'invisible. La renaissance d'Azucena, créée pour survivre. Quelques mois après, Azucena prit une décision radicale. Elle retourna à la peinture. Elle transforma une pièce de la maison en atelier et se remit à créer jour et nuit. Ses toiles, d'abord sombres, devinrent peu à peu baignées de lumière. Elle peignait le ciel, la mer, les visages flous. Mais derrière chaque trait, c'était lui qu'elle peignait. Florent dans l'éther, Florent dans les ombres, Florent dans la couleur. Une galerie locale découvrit son travail et lui proposa une exposition. Elle hésita, puis accepta. Le vernissage, simple et intime, attira de nombreux visiteurs. Au centre de la salle trônait une toile immense, un paysage patagonien, baigné de soleil, traversé par une silhouette floue. Le titre, Savoir aimer encore. Ce jour-là, Azucena comprit que son art pouvait prolonger la voix de Florent, qu'elle pouvait, à sa manière, continuer à chanter pour lui, avec des pinceaux au lieu de mots. L'hommage national, la France se souvient. Lorsque la nouvelle du décès de Florent fut rendue publique, la France entière s'arrêta. Les radios diffusèrent ses chansons en boucle. Les plateaux télé rendirent hommage à sa carrière. Les fans déposèrent des fleurs devant les salles où il avait chanté. Les mots humilité, vrai, liberté revenaient sans cesse. Azucena resta à l'écart, refusant les grandes cérémonies. Elle voulait garder son deuil loin du spectacle, dans l'intimité du souvenir. Mais un jour, elle accepta de participer à un hommage organisé à Paris. Lorsqu'elle monta sur scène vêtue de noir, le public se leva. Elle parla peu, sa voix tremblait légèrement, mais ses mots furent puissants. Florent n'appartenait à personne, mais il parlait à tout le monde. Il ne chantait pas pour séduire, mais pour dire la vérité. Aujourd'hui, il n'est pas mort. Il a simplement rejoint la lumière qu'il a tant chantée. Un tonnerre d'applaudissements résonna dans la salle. Et pendant un instant, Azucena crut entendre la voix de Florent se mêler eau vivate, comme un écho lointain venu du ciel. La leçon de vie, aimer au-delà du temps. Les années suivantes, Azucena continua à vivre en Patagonie. Elle accueillait parfois des visiteurs, des amoureux, des amis proches, des musiciens venus méditer sur cette terre où l'âme de Florent semblait flotter. Elle écrivait aussi de longues lettres adressées à lui qu'elle ne postait jamais. Dans l'une d'elles, retrouvée plus tard par un proche, elle écrivit « Tu m'as appris que l'amour ne s'arrête pas à la mort. Il change de forme, c'est tout. Il devient air, lumière, souvenir. Et quand je ferme les yeux, je t'entends encore me dire de ne pas pleurer. Alors je vis, Florent. Pour toi, avec toi, en toi. » Cette phrase devint la conclusion d'un livre publié discrètement quelques années plus tard, L'amour à voix basse. Un témoignage sobre, bouleversant, sur la dignité, la douleur, la beauté des adieux. L'écho éternel, la musique comme héritage. Aujourd'hui encore, chaque fois qu'une chanson de Florent Pagny résonne à la radio, Azucena sourit. Elle sait que sa voix continue d'apaiser, d'inspirer, de guérir. Elle reçoit souvent des lettres de fans, des personnes qui lui écrivent pour dire combien une chanson les a aidés à surmonter une épreuve. Et à chaque fois, elle répond simplement « C'est Florent qui vous parle encore, il ne s'est jamais tu ». Ainsi leur histoire n'a jamais vraiment pris fin. Elle s'est transformée en message universel, celui d'un amour plus fort que la peur, plus grand que la mort. L'ultime regard, une femme, une légende, une promesse. Un soir d'été, des années après le départ de Florent, Azucena monta sur la colline derrière leur maison. Le ciel flamboyait, les Andes se découpaient à l'horizon. Elle s'assit sur une pierre, ferma les yeux et murmura « Tu vois, mon amour, je ne t'ai pas oublié. Je t'ai porté chaque jour, et je continuerai tant que je respirerai. » Le vent se leva, doux et tiède. Un oiseau passa, décrivant un cercle parfait au-dessus d'elle. Elle sourit, convaincue qu'il venait de lui répondre. Dans ce moment suspendu, elle sentit que la boucle était bouclée. La douleur s'était changée en paix. Le manque en gratitude, l'adieu en promesse d'éternité. La lumière après la nuit. Aujourd'hui, Azucena Caamaño vit entourée d'art, de souvenirs et de silence. Sa maison est devenue un lieu de mémoire, mais aussi de vie. Les visiteurs qui s'y rendent ressentent tous la même chose. Une paix singulière, une chaleur étrange, comme si Florent n'était jamais vraiment parti. Sur une table en bois, une photo de 2 trônes, encadrée simplement. Sous la photo, une phrase gravée. « L'amour ne meurt jamais, il change juste de ciel. » Et lorsqu'on lui demande si elle croit encore à l'amour, elle répond sans hésiter. Oui, parce qu'aimer quelqu'un, c'est lui permettre de vivre en nous, même après son dernier souffle. Ainsi se clôt l'histoire d'Azucena Caamaño et de Florent Pagny. Une histoire d'amour qui dépasse la vie, qui transforme la douleur en art.
et qui rappelle à chacun que parfois, les adieux sont simplement une autre manière de dire « je t'aime ».